L'homme à la lèvre boursouflée de Pierre Bouchardon. Le samedi 26 mai 1861, une jeune femme sinon jolie, du moins gentiment attifée sous un costume d'ouvrière, s'engageait d'un pas alerte sur le trottoir du pont de la Guillotière à Lyon, quand elle se sentit tirer par sa jupe. Il n'était que 2 heures du soir, et le lieu fort animé n'avait rien de sinistre. Elle crut à quelque privauté de galant, et se retourna, plus disposée à rire qu'à se fâcher. À sa grande surprise, elle vit un singulier bonhomme, vêtu d'une blouse bleue, et coiffé d'un haut de forme à large bord, d'un flambard, comme on dit dans la région. « Eh bien, ne vous gênez pas !» interrogea-t-elle d'un ton qu'elle s'efforça de rendre courroucé, sans trop y parvenir. Aucune réponse. L'homme la regardait niaisement, en se léchant le bout du doigt. « Ah ça !» insista la petite femme. « Êtes-vous sourd, ou avez-vous perdu votre langue ?» Et d'un coup d'œil, elle fit le tour du personnage. Elle remarqua son regard atone, ses épaules voûtées, son nez difforme, ses cheveux rejoignant ses sourcils, son collier de barbe, et, par-dessus tout, l'énorme boursouflure de sa lèvre supérieure. Cet ensemble franchement laid annonçait un campagnard bonasse, plus naïf que méchant. « Mamselle, » finit par répondre l'homme, « vous ne me connaîtriez pas une servante ? Je ne suis pas une placeuse. Voyez chez les Blandines, rue Écorchebœuf. J'en viens justement, mais je n'ai pas trouvé. Et c'est madame qui va me gronder, car je lui avais bien promis de ramener quelqu'un. Ce n'est donc pas pour vous que vous cherchez ? Pour moi ? Vous ne voudriez pas. Je ne suis que le jardinier du château. » Et ce disant, le campagnard se mit à fixer la petite croix d'or que la femme portait au cou, attachée par une chaîne à 3 rangs. Il rompit le premier le silence. « Mais au fait, mamselle, si la place faisait votre affaire, vous avez une figure qui me revient tout à fait, et qui plaira là-bas, j'en suis sûr. C'est tout près de Montluel, chez madame Girard. Peut-être ce nom vous dit quelque chose. Madame est un peu âgée, tatillonne à ses heures, mais si bonne personne dans le fond. D'ailleurs, le service n'est guère pénible. 2 vaches et une génisse à soigner, et la lingerie à entretenir. Dégourdi comme vous l'êtes, vous abattrez l'ouvrage en vous amusant. C'est à voir. Mais quel gage donne donc votre madame ? 250 francs la première année, et 300 francs ensuite. Savez-vous que vous me tentez ? Dame, mamselle, on le saurait à moins. Seulement, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Madame est regardante pour tout ce qui touche à la religion, et chez nous on fait maigre le vendredi, et le samedi on va à la messe, et on reçoit à dîner monsieur le curé. Y a-t-il des enfants ? Madame Girard a 3 filles, mais aucune n'habite le château. 2 sont mariées, et la plus jeune est encore au couvent. L'aînée vient assez souvent de Paris, mais personne ne s'en plaint, car c'est une vraie bénédiction du ciel. Même si elle ne séjourne que 24 heures, elle laisse sur le coin de la cheminée une bonne étrenne. Vous m'en direz tant ? Eh bien, je suis prête à vous suivre.
Mais ne m'appelez plus mamselle. Vous ne voyez donc pas mon alliance? Je suis madame Antoine Bertin, Marie Pichon de mon nom de fille. Malheureusement pour moi, j'ai perdu mon mari l'année dernière, et c'est pourquoi je dois me mettre en condition. Veuve, tant mieux. Nous pourrons alors nous marier ensemble. Savez-vous que la servante dont vous allez prendre la place m'avait promis sa main? Mais elle est partie pour en épouser un autre. Ma foi, je ne la regrette guère, car vous êtes joliment plus avenante. Voulez-vous bien vous taire et ne pas vous gausser de moi? Répondit madame Bertin, assez flattée au fond. Parlons sérieusement. Si vous désirez m'emmener ce soir, il faut au préalable que nous allions au quai de Pierre-Cise, retirer la malle que j'ai laissée dans l'atelier de mon frère. Comme il vous plaira, madame. J'ai de solides épaules, et j'espère bien pouvoir la porter jusqu'à l'embarcadère des Brotteaux. Du reste, je ne vous quitte plus. Quelle bonne idée j'ai eue de passer sur le pont de la Guillotière, et comme madame va être contente. On les vit alors tous les deux, et la corte soubrette, et l'homme à la lèvre boursouflée, cheminée de conserve. La jeune femme marchait, rose de bonheur, le nez au vent, un gentil bonnet campé sur les bandeaux de ses cheveux noirs. Ils s'en furent quai de Pierre-Cise, où après avoir soulevé la malle par l'une de ses poignées, l'homme la laissa retomber avec un geste d'impuissance. Il dut en confier le transport à un crocheteur du voisinage. Le couple erra ensuite à travers la ville, et alla dîner au restaurant. Ce fut madame Bertin qui régla la dépense, elle encore qui prit les billets. Bref, il était bien près de 7 heures, quand les deux inséparables s'assirent sur la banquette de bois d'un compartiment de 3e classe. Le convoi partit à 7 heures juste. En comptant les arrêts aux stations intermédiaires, il mettait alors un peu plus d'1 heure pour franchir les 20 kilomètres qui séparent la gare des Brotteaux à Lyon de celle de Montluel. Le même soir vers 11 heures, un sieur Joly, cultivateur au village de Ballan, venait de rentrer de voyage et était en train de dételer son cheval, quand il entendit une sorte de galopade. Les pas résonnaient très fort sur le sol et se rapprochaient de seconde en seconde. Qui pouvait venir si tard et à une allure aussi désordonnée? Intrigué, Joly s'avança sur la route et distingua au clair de lune une femme qui courait de toute la vitesse de ses jambes dans la direction de la lanterne de la voiture, comme si elle pensait trouver là protection et salut. Il reçut la fugitive dans ses bras. Elle était à bout de force, toute décoiffée, les yeux hagards, la figure couverte de sang, la respiration haletante. « Là-bas !» jeta-t-elle à mots entrecoupés. « Là-bas, l'homme, il m'a attaqué. Il m'a lancé une corde. Il me suit. Vite, vite, cachez-moi !» Le cultivateur de Ballan poussa la femme chez lui et tira les verrous, autant pour la rassurer que pour être fixé lui-même sur les mesures immédiates que comportait la situation. Il réclama le silence, en se posant un doigt sur les lèvres, et se mit à écouter. C'était le grand calme de la nuit à travers la campagne. De ci, de là, le chant d'un coq, ou l'aboiement d'un chien, mais pas le moindre bruit de pas. Joly se demanda si sa visiteuse n'avait pas été le jouet de quelque hallucination.
Mais quand il se retourna vers elle, il ne douta plus de la réalité de l'attentat. Les meurtrissures de son visage et de ses lèvres, la foulure de son poignet, le désordre de ses vêtements, ne révélaient que trop une agression, suivie d'une fuite éperdue. La femme d'ailleurs ne fut pas longue à se ressaisir, et toute vibrante encore de ses émotions, elle put retracer, dans tous ses détails, la tentative criminelle à laquelle elle avait échappé par miracle. Elle le fit avec une pittoresque volubilité, une émotion communicative, donnant l'impression d'une petite personne résolue, énergique et courageuse. C'était là toute qualité qui venait de lui sauver la vie. Voici donc ce que raconta Marie Pichon, car c'était elle qui, de l'embarcadère des Brotteaux, était venue chercher asile en pleine nuit, dans le village de Ballan, à une bonne lieue de Montluel. Quand nous sommes descendus du convoi, l'homme qui avait trouvé à Lyon ma malle trop lourde s'est décidé à la charger sur son épaule. Il y a bien, me dit-il, 1 heure et demie de marche jusqu'au château, mais je vais vous faire prendre les traverses, et nous ne durerons guère en route. Nous avons d'abord longé la voie du chemin de fer, et traversé un passage à niveau. Puis mon guide s'est engagé dans un chemin creux bordé de ronces. La nuit venait vite, et je vous avoue que je commençais à avoir peur. Songez donc, seul en pleine campagne, à cette heure tardive, avec quelqu'un que je ne connaissais pas encore à midi, et pas le moindre château à l'horizon, pas même une lumière. Rien que ce chemin tout noir qui n'en finissait plus. Je me suis senti un peu plus à l'aise quand nous avons débouché dans un champ de colza. Mais voici que l'homme laisse glisser ma malle et grogne. Décidément, elle pèse trop. Je ne pourrai jamais la porter jusqu'à la maison. D'ailleurs, que risque-t-elle? Il ne passera personne dans ces parages. Et demain matin, au petit jour, je viendrai l'acquérir avec la voiture. Nous repartons. Moi devant, lui derrière. J'entendais sa respiration dans mon cou. Décidément, la promenade manquait de charme, et j'aurais bien donné ma croix d'or pour être ailleurs. Des champs, encore des champs, et toujours pas de château. Je dois reconnaître que mon compagnon se montrait pour moi plein de prévenance, m'offrant la main quand il fallait franchir un fossé, ou escalader une clôture. Mais quelle drôle de route! De plus en plus j'avais l'impression que nous errions au hasard, qu'il s'égarait ou qu'il m'égarait. Je ne suis pas poltronne de ma nature. Tout de même mon cœur battait bien vite. Depuis combien de temps marchions-nous? Je ne savais plus. 1 heure et demie au moins, 2 heures peut-être. Les jambes me rentraient dans le corps. Le silence même me pesait, car l'homme était devenu silencieux. J'aimais mieux ces bavardages. La lune se montre enfin. Je le regarde. Vraiment, il a une mine sinistre. Comment donc l'ai-je vu sur le pont de la Guillotière? Son œil m'apparaît sournois et méchant, sous les cheveux qui le cachent en partie. La boursouflure de sa lèvre et le collier de barbe qui s'étale sur sa blouse me font peur. Que va-t-il m'arriver? Rien encore. Nous quittons les terres ensemencées. Nous franchissons de nouveau la voie du chemin de fer. Sous un pont cette fois. Nous suivons un sentier raviné.
Puis nous grimpons sur une côte plantée en vignes. Je me laisse mener, attendant toujours la fin de ce désert, et n'apercevant jamais le château. Le château de Madame Girard. Tout à coup, je vois mon conducteur qui saisit d'une poigne vigoureuse un échalas, et l'ébranle pour l'arracher. « Et là, que faites-vous » lui dis-je. « Vous allez encore nous retarder. » Sans me répondre, il renonce à son projet. Un peu plus loin, il se baisse, comme pour ramasser un caillou. J'en étais arrivé à ne plus perdre un seul de ses mouvements, d'autant plus inquiète qu'il s'obstinait à marcher derrière moi. Il prévient ma question. J'avais cru voir quelque chose à terre, mais ce n'est qu'une plante. Je l'aperçois encore qui fouille sous sa blouse. Je me figure qu'il cherche un couteau pour me frapper. Je prends mon courage à deux mains. Je m'approche de lui à le toucher, et lui jette en plein visage. « Vous êtes un misérable. Vous m'avez trompé. Je n'irai pas plus loin. Je veux, entendez-vous, je veux que vous me rameniez à Montluel. » Alors c'est horrible. Il découvre brusquement ses mains, les balance au-dessus de sa tête. J'entends un sifflement. Quelque chose part, tournoie. J'ai le cou pris dans le nœud coulant d'une corde retorse et luisante. Il tire. Oh mon Dieu! La jeune femme s'arrêta un moment. Joly et le garde champêtre de Ballan, qu'il était allé réveiller, l'écoutaient sans l'interrompre, l'émotion les étreignant à la gorge. Marie Pichon se passa la main sur les yeux, comme pour chasser l'affreux cauchemar, et poursuivit. « J'avais oublié de vous dire qu'en quittant l'embarcadère de Montluel, je portais d'une main un petit carton au bout d'une ficelle, de l'autre un panier et un parapluie. Je lâche ces objets. De toutes mes forces j'étreins les poignets de mon agresseur. La corde qui m'étrangle se desserre un peu. Je dégage mon menton. Elle remonte, m'écrase les lèvres et le nez, remonte encore, me meurtrit le front et m'arrache mon bonnet. Mais je suis libre. Je cours, je saute les fossés, je me sens des ailes. L'homme galope sur mes talons. Toutefois, il perd du terrain, car déjà en marchant, il traînait un peu la jambe. Je suis sauvé. Hélas, je trébuche sur une motte de terre. Je tombe rudement et me foule le poignet. De tous mes poumons, je lance dans la nuit. Ah, je suis perdu! Ce cri sauvage paraît l'intimider. Il marque tout au moins un moment d'hésitation et reste planté sur ses jambes, sa corde à la main. Je profite de cette seconde de répit. Je repars de plus belle. J'entends encore son pas lourd derrière moi. Après bien des fossés franchis, je suis à la voie du chemin de fer. Oh bonheur! Il y a une brèche dans la clôture. Je l'élargis, je me glisse, je traverse les rails, je rencontre un chemin, je distingue un bruit de voiture, et j'aperçois enfin une lumière. Vous savez le reste. Madame, dit le garde champêtre, vous n'aurez pas peur avec moi, je pense. Si vous vous en sentez le courage, il faut que vous m'accompagniez cette nuit même à la gendarmerie de Montluel. Je connais le maréchal des logis. Il commencera son enquête sur l'heure, et sans doute vous demandera-t-il de refaire avec lui et ses hommes votre sinistre promenade. Qui sait,
Le malfaiteur n'est peut-être pas bien loin du champ de colza. Je suis prête, répondit la vaillante femme. Alors entourée du garde champêtre et de Joly, qui tint à renforcer son escorte, elle vint sonner un peu après minuit, à la porte de la caserne de Montluel. Le maréchal des logis Tripart s'habilla à la hâte, et réveilla 2 de ses gendarmes. Et la petite troupe, guidée par Marie Pichon, s'efforça de reconstituer à la clarté de la lune un itinéraire pas mal désordonné. Après force tâtonnements, la rescapée finit par retrouver le champ de colza, où sa malle avait été abandonnée. Le lieu était désert, aucune cabane, aucune cachette aux environs, mais la malle avait disparu. Son empreinte seule avait été conservée par les sillons. Marie Pichon mit plus de temps encore à se reconnaître sur le mamelon, dit Côte-en-Verse, où s'était joué le dernier acte du drame, mais elle put désigner avec certitude l'endroit où elle avait laissé tomber tous ses paquets, afin de défendre sa vie. Le carton, le panier et le parapluie n'étaient plus là. Tripart se mordilla la moustache. L'affaire se présentait mal. D'autant plus que l'un de ces hommes, auquel il avait donné mission de questionner tous les gardes-barrières, dont les maisonnettes étaient échelonnées le long de la voie, venait de revenir les mains vides. Nulle part on ne signalait la présence d'un homme répondant au portrait, pourtant bien caractéristique, tracé par Marie Pichon. Nulle part au cours de la nuit, on n'avait rencontré d'individu portant une malle, ou plus simplement un carton, un panier et un parapluie. « Qu'en pensez-vous, demi-chaille » demanda le maréchal des logis au garde champêtre de Ballan. « Le gaillard me paraît diantrement habile. Pour avoir ainsi promené une malheureuse femme pendant plus de 2 heures à travers champs et ravins, sans jamais se rapprocher des habitations, il faut qu'il connaisse à fond le pays et sache y évoluer la nuit avec la même sûreté de marche qu'en plein jour. Notez qu'il a eu soin de ramasser les menus objets échappés des mains de Marie Pichon, et surtout qu'il est retourné au champ de colza pour y reprendre la malle abandonnée. Et son repère ne doit pas, j'imagine, être bien loin. Un homme ne fait pas un long trajet à la clarté de la lune, avec une malle sur l'épaule, sans se faire remarquer. Et pourvu que nous ne l'ayons pas manqué de quelques minutes, je ne me le pardonnerai de ma vie. N'empêche que je voudrais bien connaître le particulier des environs qui prend les femmes au lasso comme des chevaux sauvages. Malheureusement, je ne vois à Montluel personne qui réponde au signalement. Et vous, du côté de Ballan, avez-vous quelque idée? Demi-Chaille se gratta la tête, comme quelqu'un qui cherche et ne trouve pas. Tout le monde reprit alors le chemin de Montluel, et Tripart s'en fut télégraphié au parquet de Trévoux. Le lendemain 28 mai, M. Genot, juge suppléant chargé de l'instruction, se transporta à Montluel, accompagné du procureur impérial, M. de Siella, et il se fit raconter par Marie Pichon, sur les lieux mêmes, les divers épisodes de l'attentat dont elle était sortie saine et sauve. Mais l'enquête à laquelle il procéda ne rencontra que le vide, et il dut se borner à décerner contre le dangereux inconnu, dont il précisa le signalement le mieux possible, un mandat d'arrestation. L'audacieuse agression de Côte-en-Verse remettait en mémoire un certain nombre d'attentats de même nature,
impunément consommés ou tentés dans la région, depuis le début de 1855. Le juge se demanda si le dernier n'était pas la continuation d'une série de crimes devenus, pour leur auteur, une véritable industrie. Mais les procédures dormaient éparses, dans la poussière du greffe de Trévoux, terminées par des ordonnances de non-lieu, faute d'avoir pu découvrir le coupable. Monsieur Genot les voulut revoir toutes, et il fit alors d'étranges rapprochements. Tout d'abord, quelles étaient les précédentes victimes? Des servantes en quête d'une place comme Marie Pichon. C'était Joseph de Charlety, qui, au sortir de l'établissement des Blandines, avait été accosté le 23 septembre 1855, sur la place Bellecour, par quelqu'un de la campagne, se disant jardinier dans un château voisin de Trévoux, et chargé par ses maîtres d'embaucher une domestique. L'homme avait promis de bons gages, 250 francs par an, bien qu'il ne payât guère de mine, et que la boursouflure de sa lèvre le rendit laid à faire peur. La jeune fille avait été séduite par la proposition, et l'avait suivie sans défiance. Le prétendu jardinier l'avait alors entraînée à la nuit tombante, dans les chemins de traverse qui sillonnent le plateau de la Luire, lui demandant sans cesse « Avez-vous de l'argent ?» Joseph n'avait dû son salut qu'à la fuite. C'était Victorine Perrin que le même homme avait embauchée, le 11 novembre suivant, dans la maison même des Blandines, en faisant miroiter à ses yeux un gage coquet et la perspective d'un travail peu pénible. Elle s'était laissée emmener aux environs de Néron, et avait longtemps suivi dans les ténèbres le guide inconnu, auquel elle avait confié une petite caisse renfermant ses économies, 50 francs, et ses hardes. Soudain, elle avait vu son compagnon donner des signes d'inquiétude, puis escalader d'un bond le talus de la route, et s'enfuir à toutes jambes avec sa fortune. Avait-il reculé devant un crime plus grave que le vol? Non point, selon toute apparence. Seule l'arrivée inopinée de plusieurs personnes, dont on entendait les pas sur le chemin, l'avait décidé à précipiter et à limiter les événements. Comme Joseph de Charlety, Victorine Perrin avait été frappée de la difformité labiale de son conducteur, et sœur Clavier, directrice de la maison des Blandines, avait fait la même remarque. C'était encore Marie Bourgeois, qui le 31 octobre 1855 avait été accostée par l'homme à la lèvre boursouflée, au moment où elle traversait le passage de l'Hôtel-Dieu à Lyon. Mêmes alléchantes promesses, même promenade nocturne, cette fois du côté d'un bois voisin du camp de Sathonay. Mais la jeune fille à qui la peur donnait des ailes avait couru vers la première lumière aperçue dans le lointain. C'était une ferme où elle avait trouvé asile. Le magistrat n'ouvrit pas sans quelques frissons le dossier du crime de la forêt de Montaverne. L'affaire qui remontait au dimanche 25 février 1855 lui rappelait les plus terrifiants souvenirs du début de sa carrière. Qu'on en juge. Ce jour-là, Benoît Fur, fermier à Tramway, revenait de la fête de Montluel, en ramenant dans sa carriole le curé du pays. Il était environ 7 heures du soir, et les deux hommes conversaient amicalement, quand pendant la traversée de la forêt de Montaverne, un cri suraigu déchira l'air, immédiatement suivi de deux autres. Fur arrêta net son cheval, et se mit à écouter. Mais le silence étant fait,
il jugea inutile d'aller explorer l'étang des Chevreaux, d'où venait le bruit. Françoise Madelon, femme Grandjean, qui suivait à pied la même route à quelque distance de la voiture, entendit également les 3 cris de détresse, et les situa dans la même direction, mais elle ne se sentit pas le courage de s'enfoncer sous bois, pour aller voir ce qui se passait. Le surlendemain, 4 propriétaires de tramway chassaient à proximité de l'étang, quand l'un d'eux tira une bécasse. Comme il pénétrait dans le taillis où il avait vu tomber l'oiseau, il sentit une odeur étrange. Avec le canon de son fusil, il écarta quelques branches, et recula aussitôt en appelant ses compagnons. Tous se trouvèrent alors en présence du cadavre d'une jeune femme, baignant dans son sang, et portant à la tête 6 blessures produites par un instrument aigu et tranchant. La mort semblait remonter à 2 jours à peine, et tous les vêtements avaient disparu, à l'exception d'un col, d'un bonnet de tulle et d'un débris de ruban de soie bleue. Personne dans le voisinage ne reconnut cette femme, mais le juge Genot eut l'idée de la faire photographier et d'envoyer quelques clichés à Lyon. Inspiration heureuse, car l'identité fut établie par une des anciennes maîtresses de la victime. Il s'agissait d'une fille, Marie Badet, qui avait quitté la grande ville le 25 février, en annonçant qu'un homme de la campagne venait de lui offrir dans une maison bourgeoise des environs une place de 200 francs de gage, à la seule condition de partir immédiatement avec lui. Quelques instants auparavant, le même jour, cet individu avait fait semblable proposition à une autre domestique du quartier, Marie Curte. Mais celle-ci avait vu d'un mauvais œil la boursouflure de la lèvre du tentateur, et elle avait ajourné sa réponse au 4 mars suivant. C'était sans nul doute ce délai qui avait déterminé l'inconnu à s'adresser à Marie Badet. Il n'en avait pas pour cela oublié le rendez-vous de mars. Mais moins familiarisé que jamais avec la laideur du personnage, Marie Curte l'avait définitivement éconduit. Il avait alors jeté son dévolu sur une certaine Olympe Aubert, qui, plus intéressée ou plus naïve, avait consenti à l'accompagner sur le champ. Après une marche forcée, Olympe et son guide étaient arrivés à la nuit tombante, dans les environs de Tramway. Déjà ils approchaient, dans la forêt de Montaverne, de la place même où Marie Badet avait été égorgée, quand la jeune femme, que l'aspect sinistre du lieu épouvantait, avait pris la fuite, et courut à perdre haleine jusqu'à la ferme des Ragesses, où de braves gens l'avaient hospitalisée. Ainsi donc, dans cette année 1855, plusieurs attentats avaient été commis dans la région de Montluel, ayant tous, à n'en pas douter, le vol et l'assassinat pour mobile. Le scénario n'avait guère varié. Un homme désigné communément sous cette appellation, l'homme de la campagne, ou l'homme à la lèvre boursouflée, avait rôdé aux abords de la maison des Blandines. Il avait racolé des servantes en leur promettant une place avantageuse dans un château des environs. Il leur avait fait emporter leurs petits bagages, les avait amusés jusqu'à la tombée de la nuit, et les avait alors égarés à travers champs ou à travers bois, loin de toute habitation, pour les pouvoir aisément dépouiller et supprimer. Le cadavre sanglant de Marie Badet, abandonné dans un taillis de la forêt de Montaverne, ne révélait que trop ses affreux desseins. Et, comme on le verra bientôt, la liste de ses victimes n'était pas close. Que pouvait être ce monstre? Quelqu'un du pays sans nul doute,
puisqu'il connaissait les environs de Montluel, dans leurs moindres recoins, et avait su varier ses promenades nocturnes. Malheureusement, le récent attentat commis sur la personne de Marie Pichon n'apportait aucune clarté nouvelle dans l'affaire. Le juge referma les dossiers, avec un geste de découragement et de lassitude. Mais l'opinion publique veillait, unie dans un sentiment de défense commune, et aussi de réprobation d'aussi odieux forfaits. Magistrats et habitants du canton de Montluel cherchèrent à qui mieux. Il y allait du bon renom de la contrée et de la sécurité de tous. Ce fut le garde champêtre de Dagneux, bourg situé à peu de distance de Montluel, qui mit la justice sur la bonne voie. Il parlait de l'affaire avec le cabaretier du pays, quand il eut l'idée de demander. « Au fait, que deviennent donc les Raymond vos voisins ? Ce sont des gens qui ne m'ont jamais dit rien qui vaille. De quoi le mari peut-il bien vivre ? Je ne le vois nulle part travailler. Savez-vous, en y réfléchissant, qu'il répond trait pour trait au signalement donné par Marie Pichon ? Y a-t-il longtemps que vous ne l'avez vu ? Je ne le rencontre presque jamais, répondit le cabaretier. C'est à croire qu'il fait du jour la nuit. Mais vous me faites penser que le soir où Marie Pichon a été attaquée, j'ai entendu sa porte se refermer assez tard. Qu'était ce ménage Raymond, dont le nom venait d'être jeté inopinément dans l'affaire? Le mari et la femme habitaient depuis 1842 une maison isolée située à l'extrémité du hameau du Mollard, commune de Dagneux, et ne frayaient avec personne. C'était à ce point que le maire ne les connaissait même pas. Le maréchal des logis Tripart savait seulement qu'ils passaient pour des contrebandiers et des maraudeurs. L'homme déjà condamné à des peines d'emprisonnement pour vol en 1840 et en 1844 ne fréquentait ni l'église ni le cabaret. Il n'exerçait aucune profession. On ne lui connaissait aucune ressource. Et cependant il vivait dans une certaine aisance. Même il avait acheté dans le pays une petite pièce de terre. S'il consentait à travailler parfois dans les vignes, quand les propriétaires manquaient de main-d'œuvre, c'était après s'être fait prier et avoir exigé plus cher que les autres. Sombre, taciturne, il fuyait le monde et vivait comme un ours en tanière. Les rares personnes qu'il avait pu dévisager se rappelaient son regard immobile, son collier de barbe, sa taille voûtée, et surtout l'enflure de sa lèvre. La femme, née Marie-Anne Martinet, avait au contraire la mine éveillée, des allures de souris, un petit œil chargé de malice et de ruse. Certains avaient remarqué que depuis longtemps déjà, elle faisait quelques toilettes et changeait de robe comme une dame de la ville. Sur les origines du mari couraient diverses histoires, qui toutes aboutissaient au même dénouement horrible. Son père hongrois d'origine aurait fui sa patrie à la suite d'un crime et demandé asile à la France. D'après un second récit, il aurait passé nos frontières dans les rangs de l'armée autrichienne, lors de l'invasion de 1814, et après le retour définitif de Louis XVIII, serait venu tenir garnison dans la région lyonnaise. Il avait connu à Tramoille, département de l'Ain, et c'est ici que les deux versions se rejoignaient. Une pauvre fille, Joseph Ray, dite Raymond, dont il avait eu un fils. Puis un beau matin il s'était enfui, déguisé, emmenant femme et enfant.
Mais à Padoue qu'il avait réussi à atteindre, ses compatriotes l'avaient reconnu et arrêté. Alors devant les troupes assemblées sous les armes, sous les yeux de son fils, il avait subi la peine de l'écartèlement, châtiment sans nul doute de quelque assassinat, car la désertion seule n'eût pu justifier un supplice aussi atroce. Maintenant, que fallait-il croire? Au fond, personne n'en savait rien. Et une circonstance matérielle démontrait à elle seule l'inexactitude de la seconde version. Même si le Pandour avait eu des relations avec Joseph Ray, il ne pouvait être le père de l'enfant, celui-ci étant né à Tramway le 21 avril 1810. Tout ce qu'on pouvait dire avec certitude, c'est que l'individu soupçonné de l'attentat de Côte-en-Verse s'était marié en 1840 et fixé au hameau du Mollard, dont il avait pris le nom, à défaut d'un autre. C'est ainsi qu'il fut désigné au procès. Mais les gens du pays s'étaient habitués à l'appeler Raymond tout court. La conversation rapportée plus haut avait été pour le garde champêtre de Dagneux un trait de lumière. Il courut chez le juge de paix de Montluel et lui signala l'intérêt d'une perquisition immédiate chez les du Mollard. Ce magistrat jugea les indices suffisants pour autoriser la mesure, et le 3 juin, accompagné d'une brigade de gendarmerie, il s'en vint frapper à leur porte. Chétive maison à vrai dire, mais environnée de mystère et de silence. Les autorités de Montluel se trouvèrent aussitôt en présence d'un véritable musée. Hardes de femmes, linge, rubans, bonnets, malles, caisses, le tout dépareillé et en quantité considérable. Marianne Martinet, qui gardait le repère, expliqua que tous ces objets avaient été apportés par son mari, à des dates déjà anciennes, et qu'elle en ignorait la provenance. Version provisoirement admissible, car du Mollard, on se le rappelle, passait pour faire de la contrebande. En vain, le juge de paix s'efforça de retrouver dans cet amas quelques pièces ayant appartenu à Marie Pichon. Il allait se retirer pas mal déçu, quand un gendarme découvrit derrière un tas de fagots un coupon de toile de cretonne, dont cette fille avait signalé la présence dans sa malle. Ce fut assez pour mettre en état d'arrestation le mari et la femme. Transféré le jour même à Trévoux, du Mollard fut aussitôt confronté avec Marie Pichon, qui, en l'apercevant, poussa un cri d'effroi. C'était bien l'étrangleur de Côte-en-Verse. Elle était prête à le jurer sur son salut éternel. L'homme baissa les yeux et répondit d'une voix douce. « Je vous assure que vous vous trompez, mademoiselle. » Le juge d'instruction demeura perplexe. Non que du Mollard, déjà condamné pour de menus vols, ne fût pas de bonne prise. Les objets découverts chez lui ayant à tout le moins un caractère suspect. Mais Marie Pichon, mal remise encore de ses émotions du 26 mai, pouvait se tromper. Il savait par expérience qu'en pareil cas, les intéressés subissent une sorte de suggestion, les portant à reconnaître la première personne qu'on leur présente. Toutefois, les gens du quai de Pierre-Cise, qui avaient assisté au départ de la malle de la jeune femme, venaient corroborer le témoignage de celle-ci. Mais l'homme opposait à tous des dénégations obstinées, sans se démonter, sans se mettre en colère. La malle en question ne se retrouvait pas dans le musée des du Mollard, et somme toute, rien ne ressemble plus à un coupon de toile de cretonne qu'un autre coupon de même étoffe. Pour en avoir le cœur net,
Monsieur Genot alla perquisitionner en personne dans la maison des inculpés. Il dressa une sorte de catalogue de toutes les dépouilles entassées sous leur toit. Remarqua que certains objets, des jarretières notamment, portaient des traces de sang, et s'avisa de présenter à la sœur et aux anciennes maîtresses de Marie Badet toutes les pièces à conviction. Sans hésiter, ces personnes retrouvèrent et reconnurent les vêtements mêmes que portait la malheureuse le jour de son assassinat. Le cas de Dumollard devenait grave. Mais avant que le juge de Trévoux eût confronté l'inculpé avec Joseph de Charletti et les autres servantes de Lyon, qui allaient achever de le confondre, se produisit un coup de théâtre qui devait conduire le drame aux dernières limites de l'horrible. Marianne Martinet, qui avait vu arrêter son mari, sans grand déplaisir semblait-il, n'avait rien modifié à son premier système de défense. Et tous les efforts du juge pour en obtenir des aveux étaient demeurés vains. Il était manifeste que de sa cellule, Dumollard continuait à l'influencer et à lui faire peur. Mais quand elle fut bien certaine que les portes de la prison s'étaient définitivement refermées sur cet homme, elle demanda le juge et lui livra tout le secret de l'affaire. Ce n'était pas seulement Marie Badet que le misérable avait égorgée dans la forêt de Montaverne. C'étaient deux autres femmes encore, la première dans le bois de Montmain, la seconde dans le bois des Communes. Quand il revenait en pleine nuit d'une de ces expéditions, les mains souillées de sang et les épaules meurtries des malles de ses victimes, il lui suffisait de dire hardi pour qu'à ce mot de passe, sa femme lui ouvrit la porte. Il prenait à peine le temps de se débarrasser des hardes, du linge et des bijoux qu'il rapportait au logis, et dont la mégère s'amusait à se parer. « J'ai encore fait un mauvais coup !» disait-il en ricanant dans son collier de barbe. « Je viens d'en tuer une !» Et il repartait aussitôt avec sa bêche, pour une dernière et macabre besogne. Monsieur Genot voulut douter et croire à quelque abominable dénonciation, inspirée par la haine. Mais Marianne Martinet donna toutes les précisions désirables. Elle s'offrit même à guider le juge vers les tombes, où sous des ronces et des mousses, de pauvres filles, attirées dans un guet-apens, dormaient de leur dernier sommeil. Le 30 juillet 1861, les magistrats de Trévoux et les lieutenants de gendarmerie se transportèrent sur les lieux. Les inculpés y furent amenés séparément, et une équipe de fossoyeurs se tint prête à procéder aux fouilles. Il existe encore le procès-verbal qui retrace les incidents de cette sinistre opération. Il date de plus de 66 ans. Et malgré son grand âge, la vision d'épouvante est demeurée la même. Qui pourrait ajouter un commentaire? Mieux vaut en citer textuellement les parties essentielles. Le bois de Montmain, désigné par la femme du Mollard, est situé à 3 kilomètres environ au nord du village de Dagneux. Sa superficie est de 3 à 4 hectares. Il est composé de diverses essences, rameuses, touffues et rendant les fouilles assez difficiles. La femme du Mollard, ne pouvant nous indiquer l'endroit précis où le cadavre aurait été enterré, nos recherches pendant les premières heures ont été sans résultat. Plus au nord, on nous fit remarquer un emplacement de forme allongée, rectangulaire et à bord légèrement déprimé.
quelques coups de pioche ayant amené des ossements. Nous avons fait pratiquer immédiatement une tranchée circulaire, afin de conserver au corps sa position exacte. Cette opération a mis à découvert un squelette humain paraissant par sa stature et par ses formes avoir appartenu au sexe féminin. Ce corps, enfoncé à une profondeur moyenne de 30 à 35 centimètres, était étendu le dos contre terre. Le crâne présentait au pariétal gauche une fracture étoilée dans son centre. Au-dessous de la plaie qu'occupait cette tête dénudée, nous avons recueilli quelques cheveux d'une teinte brune et une épingle double, de l'espèce de celle habituellement employée à la toilette des femmes. Avant que le corps ne fût déplacé, nous avons fait approcher les deux inculpés des bords de la fosse. À l'aspect de ce squelette, la femme du mollard a éprouvé une vive émotion. Quelques larmes se sont échappées de ses yeux. Mais l'impassibilité de Dumollard a frappé de stupeur. La foule a couru pour assister à ce triste spectacle. C'est au milieu d'un silence morne et lugubre que, sur nos interpellations, les inculpés ont échangé les paroles qui suivent. Demande à Dumollard. Vous ne pouvez plus mettre en doute l'autorité de la justice. Le cadavre qui est devant vos yeux est celui d'une de vos victimes. C'est vous qui avez creusé le sol où il est enseveli? Réponse. Je ne connais pas ce corps. Ce n'est pas moi qui l'ai mis là. Je ne connais pas d'assassin à Dagneux. La femme du mollard. Mais avoue donc devant ces messieurs ce que tu m'as dit. Du mollard. Je ne t'ai rien dit. La femme du mollard. Il y aura 4 ans, à l'entrée de l'hiver prochain. Mon mari est rentré en rapportant une montre en argent et quelques vêtements de femme. Il me dit, j'ai tué une femme et je lui ai pris sa montre. Je vais l'enterrer. Il est ressorti. À son retour au milieu de la nuit, il me dit, je l'ai enterré au bois de mon main. Du mollard. Et une supposition que j'aurais dit tout cela à ma femme, cela ne prouverait pas que ce fut moi. La femme du mollard. Si tu ne m'avais pas indiqué l'endroit, je n'aurais pas désigné le bois de mon main. Le bois des communes, territoire de Cizay, d'une étendue de 25 à 30 hectares, est situé au sommet du plateau qui domine le Rhône. Il est éloigné de 5 kilomètres de Dagneux. Pour y arriver, on est obligé de gravir les sentiers étroits, rapides, au milieu de ravins boisés et creusés de toutes parts, par les pluies torrentielles, qui se précipitent des terrains supérieurs. Le voisinage de la route départementale, qui conduit de Montluel à Chalamont, peut seul expliquer comment Dumollard n'a pas exécuté son crime, au milieu de ces gorges sombres et presque impénétrables. À 75 mètres environ de la lisière méridionale, du bois des communes, notre greffier attira notre attention sur un emplacement au-dessus duquel voltigeaient des mouches, qui paraissaient sortir des fissures du sol. À l'exception de ce signe tout particulier, la surface recouverte de mousse et implantée de 2 brindilles, l'une de bouleau et l'autre de verne, présentait un état normal. Ces 2 tiges évidemment plantées à dessein par le meurtrier avaient pris faiblement racine et cédaient au premier effort. 2 coups de bêche ayant découvert le dessus d'une main humaine, nous avons aussitôt fait ceindre la place
par la brigade de gendarmerie, afin de tenir la foule à distance. Un fossé ouvert avec précaution mit bientôt à découvert un corps de femme, entièrement nu, et dans un état de conservation que l'état argileux et compact du sol peut justifier. La victime, enterrée à une profondeur de 25 centimètres, était étendue sur le dos, les jambes écartées, celle de gauche légèrement fléchie. La main droite, crispée, reposait sur l'abdomen et retenait un gazon de terre, dans lequel les doigts s'étaient imprimés. La main gauche recouvrait la main droite et formait au-dessus de celle-ci une espèce de voûte. Les lobes des deux oreilles étaient déchirés jusqu'à leur extrémité inférieure, au pariétal droit et au sommet de la tête. L'examen des médecins a constaté 2 lésions avec un épanchement sanguin. Les blessures qui paraissaient produites par le choc d'un instrument contondant n'intéressaient pas le crâne. Elles n'étaient pas de nature à déterminer une mort foudroyante ou instantanée. La main droite crispée reposait sur l'abdomen et retenait un gazon de terre dans lequel les doigts s'étaient imprimés. Horreur! La victime avait donc été enterrée vivante. Elle avait tout au moins, dans une dernière convulsion, lutté contre la mort. De ses doigts contractés, elle avait, au moment de l'asphyxie, saisi une motte de la terre qui achevait de l'ensevelir. Et ce procès-verbal de cauchemar s'achevait ainsi. L'attitude de Dumollard en présence de ce cadavre dépouillé de tout vêtement a été calme, tranquille, malgré les clameurs sourdes de la foule qui nous entourait. Il ne nous a pas été possible de saisir la moindre émotion dans les traits de cette physionomie vulgaire et impassible. Seulement par intervalles, on s'apercevait que son œil, habituellement fixe et immobile, se détournait comme pour éviter la vue de sa victime. Marie Badet, le squelette du bois de Montmain, l'enterrée vivante du bois des Communes. Que vouliez-vous que fit Dumollard contre ces 3 cadavres? Qu'il avoua. Il avoua en effet. Mais il imagina un système de défense qui est demeuré célèbre dans les annales du crime. Avinin eut son « n'avouait jamais ». Pranzini son « je ne suis pour rien dans cette affaire ». Dumollard eut son histoire des hommes barbus. « Je n'ai été, » expliqua-t-il au juge Genot, « qu'un simple rabatteur. Au mois de décembre 1853, j'étais allé à Lyon pour mes affaires. En traversant le cours Napoléon, je fus accosté par 2 individus, dont la bonne tenue m'inspira une confiance illimitée. L'un portait une opulente barbe blonde. Après m'avoir offert à boire, ils m'entraînèrent vers le quai de la Saône et me posèrent une foule de questions sur l'état de mes affaires. Puis, à brûle-pourpoint, ils me demandèrent si je ne voudrais pas travailler avec eux. Volontiers, leur répondis-je, mais à quoi? Oh, c'est bien simple. Nous emmenons des filles et nous nous en débarrassons. Si vous voulez venir avec nous, vous aurez 40 francs par jour et au bout de 20 ans, nous vous assurerons une somme de 20 000 francs. Ces propositions me parurent trop avantageuses pour être refusées. Ils m'expliquèrent alors comment je devais m'y prendre. Il s'agissait d'aborder les jeunes filles en quête d'une place, de leur offrir un bon gage à la campagne et de les conduire hors de Lyon, dans un endroit convenu d'avance. Il se chargeait du reste. Et avec une grande abondance de détails, Dumollard énuméra tous ses crimes. Aux 2 hommes du cours Napoléon était venu s'adjoindre un 3e.
dont le menton s'ornait d'une magnifique barbe noire. C'étaient les deux barbus, le brun et le blond qui prenaient livraison des filles, généralement dans le voisinage des bois. « Je me tenais, » poursuivit l'inculpé, « à quelque distance. L'opération était vite faite. Un cri dans la nuit, puis mes gaillards revenaient, les bras chargés des dépouilles de leurs victimes. Ils m'en abandonnaient une partie en disant « pour ta femme ». C'étaient des robes, du linge, des bijoux parfois. Bagues, montres, boucles d'oreilles. J'acceptais, et comme elle ne m'aurait pas cru si j'avais accusé d'autre que moi, je lui remettais le cadeau en ces termes. « J'ai tué une fille à tel endroit. Je vais la mettre en terre. Toi, tu auras soin de laver ce linge. » Je partais en effet avec ma triandine en fer. Mais je laissais les barbus procéder seuls à l'ensevelissement. Je me bornais à aller revoir les lieux quelques jours après, afin de m'assurer que le terrain était bien nivelé. En ce qui concerne l'attentat commis sur Marie Pichon, le dernier en date, ce sont les barbus qui m'ont posté sur le pont de la Guillotière. « Il va passer une fille », me glissèrent-ils à l'oreille. « Elle est faite de telle et telle façon. Tâche de nous l'amener quand il fera nuit à Côte-en-Verse. C'est là que nous voulons nous en débarrasser. » J'exécutai leurs ordres et tout marcha bien. À l'embarcadère des Brotteaux, nous montâmes tous dans le même compartiment, sans que ma compagne se doutât de rien. À Montluel, l'un d'eux me heurta du coude en passant comme pour me dire « Nous sommes là, marche en avant !» Il avait été convenu qu'il se rendrait à Côte-en-Verse par la voie la plus courte. Moi, je devais prendre les chemins allongés. Je fus exact au rendez-vous. Personne. Par où diable était-il passé? Ma foi, tant mieux, pensai-je. Je vais faire peur à la fille, et comme cela ils ne l'auront pas. C'est alors que je lui passai non point une corde, mais simplement mes bras autour du cou. Elle me repoussa violemment en poussant un cri de détresse, et prit ses jambes à son cou. Je l'avais sauvée. Je rencontrai à un quart d'heure de là mes deux barbus. Ils me laissèrent le parapluie, le carton et le panier de Marie Pichon. Tous objets que j'avais ramassés sur place, et me congédièrent amicalement. « C'est bon, ça n'a pas d'importance. Nous la retrouverons une autre fois. » Moi, je retournai chercher la malle que j'avais laissée choir dans un champ de colza, et je l'apportai la nuit même à mon domicile. Le juge pensa rêver en entendant ses comptes à dormir debout. Dumollard les débitait avec le plus grand sérieux, et il poussait l'inconscience si loin qu'il ne s'apercevait pas que même ainsi diminué, son rôle n'en restait pas moins abominable et digne des derniers supplices. Comment il avait conduit à la mort de pauvres filles? Il les avait livrées à deux égorgeurs, il avait assisté impassible à leur agonie, reçu leurs dépouilles toutes sanglantes, fourni la bêche destinée à creuser leur tombe, et il considérait de tels actes comme de petites complaisances. Le mot fut dit par lui au procès, comme de ces menus services qu'on se rend entre voisins. Mais la fable des hommes barbus mise à part, il y avait beaucoup à prendre dans son récit. Les précisions de temps et de lieu, maintes détails matériels, pouvaient singulièrement aider la justice à fixer la date des crimes et surtout à identifier les deux derniers cadavres. L'enterrée vivante du bois des Communes fut reconnue assez vite.
déjà au nombre des épaves enfouies dans la maison des inculpés. Monsieur Genot avait remarqué un portefeuille vert, qui se trouvait contenir un bulletin d'hôpital au nom de Marie-Eulalie Busseau. On rechercha cette personne, et on apprit que le 26 février 1861, elle avait quitté Lyon en compagnie d'un homme à la lèvre boursouflée. Toujours lui, qui lui avait promis une place de servante dans un château. Depuis cette époque, on perdait complètement sa trace. Mais avant de conclure l'engagement, elle avait conduit 2 fois l'homme en question chez une de ses sœurs. Celle-ci reconnut formellement Dumollard. Bien mieux, elle désigna dans le lot de hardes qui lui fut représenté les vêtements que portait la disparue, bien reconnaissable d'ailleurs à la difformité de son petit doigt, suite d'un coup de faucille. Devant le cadavre, Dumollard ne fit pas difficulté d'avouer qu'il s'agissait bien de Marie-Eulalie Busseau. Il donna ce détail qu'il avait cédé, moyennant 3 francs, à un inconnu, les boucles d'oreilles de la morte, ces boucles d'oreilles arrachées au prix d'une mutilation. Relativement au squelette du bois de Montmain, voici ce qu'apprit la justice. Marie-Anne Martinet, on se le rappelle, avait précisé qu'une certaine nuit, son mari était revenu avec une montre en argent et quelques vêtements de femme. « Je viens de tuer une fille au bois de Montmain, » avait-il dit. « Je retourne l'enterrer. Demain matin, j'irai retirer sa malle, que j'ai laissée à la gare de Montluel. »« N'y va pas, » avait répondu l'ogresse. « Tu te ferais prendre. » Tout était vrai dans la hideuse crudité de ce récit. La petite montre était encore dans le gousset de l'inculpé, et on retrouva oubliée dans la cave de la station une malle toute moisie, qu'un employé se souvint avoir reçue, en novembre ou décembre 1858, des propres mains de Dumollard, accompagnée ce jour-là d'une femme de petite taille. La montre fut représentée à tous les horlogers de Lyon. Aucun ne put fournir d'indications utiles. Quant à la malle, le juge la fit ouvrir. Elle renfermait des vêtements de femme et des lettres de militaire, la garde-robe d'une cuisinière qui possède un trousseau sérieux et dont le cœur a parlé. Mais nulle part n'était écrit le nom de la victime. Il y a plus de 66 ans que ces ossements ont été retirés de la fosse du bois de Montmain. À l'époque du procès, les journaux énumérèrent un par un tous les objets contenus dans la malle. Avant, le juge Genot fit procéder aux plus actives recherches. Publicité et fort inutile. Ce qu'était cette femme, on ne l'a jamais su. En poursuivant sa route, et en utilisant les aveux maquillés de Dumollard, l'instruction fit d'autres découvertes. Elle apprit que le 18 janvier 1859, une fille, Julie Fayat, avait été embauchée à Lyon par l'homme sinistre, attirée dans le bois de l'hôpital, dépouillée de l'argent qu'elle portait dans son tablier, et sauvée de la mort, parce qu'un passant avait répondu à ses cris de détresse. Elle apprit encore que le 30 avril 1860, Louise Marie Michel avait été conduite par le même individu, dans un taillis dépendant du bois des Allées. Là, l'homme, feignant la lassitude, s'était assis au pied d'un chêne, en invitant sa compagne à prendre place à ses côtés. Effrayée par l'isolement et les ténèbres, la malheureuse avait cherché à fuir, cependant que Dumollard la retenait violemment par sa robe, et implacable, lui jetait cet ordre. « Votre argent, vite !
Louise Marie-Michel avait fait un saut de côté, et, échappant à l'étreinte meurtrière, courut jusqu'à l'orée du bois, en criant au secours. Un paysan qui passait sur la route, avec sa charrette attelée d'un âne, l'avait recueilli, exténué, les yeux fous, pouvant à peine parler. L'instruction apprit enfin que dans les premiers jours de février 1860, Dumollard était entré à la tombée de la nuit, dans l'auberge des époux Laborde, à la Guillotière, demandant un logement pour lui et pour sa nièce. Cette femme était vêtue d'une robe à carreaux rouges, blancs et bruns, et elle portait des effets dans un cabas en paille. Sans attendre la réponse des aubergistes, elle était sortie précipitamment, suivie de son compagnon. Dormait-elle aussi, celle-là, sous quelque tertre, au fond d'un bois? Peut-être. En tout cas, madame Laborde retrouvait dans le musée du crime 6 au hameau du Mollard, la robe et le cabas. Un dernier forfait parut suffisamment précisé pour que le jury pût en connaître. Le 11 décembre 1859, Jean-Pierre Chrestien, meunier à Sainte-Croix, avait vu passer à la nuit tombante, sur le chemin vicinal qui mène au bois de cette commune, un individu vêtu d'une blouse bleue, sous un habit à queue de morue, et portant à la main un carton vert. Cet homme qui détourna la tête en le croisant était suivi d'une jeune femme, grande et brune. Peu d'instants après, le meunier avait vu revenir à lui cette personne, qui, à mots entrecoupés, lui avait révélé le danger auquel elle venait d'échapper. Partie de Lyon en compagnie d'un inconnu qui devait la conduire dans un château. Elle était descendue avec lui à la station de Montluel, et s'était laissée entraîner, sans défiance encore, jusqu'à la lisière de la forêt de Sainte-Croix. Mais là, dominée par la frayeur, elle avait abandonné son guide, qui d'ailleurs s'était élancé dans un taillis en emportant le carton vert, où elle avait placé un peu de linge et ses économies. 40 francs. Le nom de cette femme, Mystère. Son logis, si tant est qu'elle vécût encore, mystère toujours. Mais on retrouvait le carton vert au nombre des pièces à conviction. Dumollard ne contestait du reste aucun de ses vols. « Que voulez-vous » disait-il à M. Genot, du ton dont il eût murmuré des patenôtres. « Je n'ai fait qu'obéir à mes associés, qui offraient tous ces cadeaux à ma femme. Sûr et certain que c'est mon bon cœur qui m'a poussé à effrayer toutes ces filles, afin de leur donner l'idée de fuir. » Quels associés? Ah oui, les hommes barbus, ces hommes que personne ne vit jamais. On ne trouvait toujours pas la malle de Marie Pichon, cette malle qui avait disparu du champ de colza, pendant la nuit du 26 mai 1861. Ce fut encore la femme Dumollard qui vint en aide à la justice. Elle révéla qu'au moment où tout le pays, soulevé d'horreur, cherchait partout l'auteur de l'attentat, elle s'était transportée nuitamment avec son mari dans le bois des Rouillonnes, et y avait enterré, après destruction par le feu, aussi complète que possible, tous les objets contenus dans la malle. Elle avait dit vrai. Le juge trouva, sans aller bien loin, les vestiges manifestes d'un bûcher, paillettes noirâtres éparses sur le gazon desséché, feuilles de taillis roussies jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Quand, après avoir creusé la terre, les fossoyeurs eurent ramené à la surface une foule d'objets,
consumés ou méconnaissables pour la plupart. Marie Pichon s'écria. Là, la couverture de mon livre de piété. Là, ma médaille de Fourvière. Les baleines d'acier de mon corset. La reconnaissance était décisive. À ce point de sa tâche, M. Genot se retourna et fit le bilan des crimes. 3 assassinats suivis de vols. 5 vols consommés à l'aide de violence, sans parler des tentatives. Savait-il tout? Non, sans aucun doute. Le catalogue du musée Dumollard comprenait, en tant que vêtements et autres objets, 536 pièces. 40 seulement avaient pu être identifiées. À qui avaient appartenu les 496 autres? Et de combien de forfaits était-elle le signe sanglant? Dans son récit fantaisiste, l'inculpé avait parlé de 6 assassinats. Quelle révélation! Il était manifeste que le rideau était seulement entr'ouvert sur la série d'horreurs la plus complète que les annales judiciaires eussent jamais enregistrée. Le juge Genot arrêta là la liste des crimes. Et quand la chambre des mises en accusation de la cour de Lyon eut ratifié son ordonnance, on s'occupa de faire transférer les 2 monstres à Bourg. Il fallut pour Dumollard prendre des précautions inusitées. Les populations, tout le long de la route, l'attendaient dans l'intention de l'écharper. Les assises de l'Ain s'ouvrirent le 29 janvier 1862, sous la présidence du conseiller Marilla, le même qui occupait les fonctions de procureur du roi au Puy, quand M. de Marcellange fut assassiné, le 1er septembre 1840 au château de Chamblas. Le procureur général Gollot était venu de Lyon en personne, pour soutenir l'accusation. Au banc de la défense avait pris place maître Lardière, du barreau de Paris, et maître de Villeneuve du barreau de Lyon. De tous les coins du département, la foule était accourue. Mais, en dehors des privilégiés, bien peu de curieux purent avoir accès dans la salle. La plupart demeurèrent sur la place publique, à contempler des murs, derrière lesquels il se passait quelque chose. Quelques-uns seulement eurent la médiocre satisfaction d'entrevoir au passage les faces des 2 criminels, la prison communiquant presque directement avec le palais de justice. Dumollard entra dans le prétoire comme un taureau dans l'arène, hirsute, effrayant. Il portait une blouse tout luisant neuf, qu'il venait d'acheter avec une partie du produit de son travail, dans la prison de Trévoux, où il peignait du chanvre. Le reste de ses économies, il avait employé à s'empiffrer de lard et de boudin, ses mets favoris. Les interrogatoires se prolongèrent durant toute l'audience. Dumollard réédita l'histoire des hommes barbus et mit à leur charge plus de crimes que la justice n'en avait voulu retenir. Au juge Genot, il avait parlé de 2 noyades de femmes dans les eaux du Rhône. Aux assises, il doubla ce nombre. Espérait-il se sauver à la faveur de l'invraisemblable même, et persuader aux jurés que tant de sang n'avait pu être répandu par un seul homme, mais bien par une bande mystérieuse? Peut-être. Comme beaucoup de criminels qui avouent les assassinats et discutent sur de menus vols, il s'amusa à contester des témoignages de servantes, qui n'avaient été retenus qu'à titre d'éléments de moralité. « C'est convenu, dit-il, que toutes les femmes me reconnaissent. C'est bien malin. On a écrit mon portrait dans les papiers publics.
Alors toutes celles qui ont été assez bêtes pour se faire voler disent « c'est du molar ». Mais la légende des barbus est son grand cheval de bataille. Et M. Marilla a beau lui faire toucher du doigt de 20 façons différentes l'absurdité comme l'enfantillage d'un pareil moyen, il n'en veut pas démordre. « Voyons !» insiste le président. « Je veux pour une minute entrer dans votre système. Comment alors avez-vous continué à fréquenter de tels monstres, à leur conduire des filles et à faire le guet pendant les assassinats ?» Et Dumollard de répondre. « Je n'avais qu'une doutance au sujet de leurs crimes. Et puis il me disait « Prends garde à toi, nous sommes plus de 80 dans la bande. » Quand Marilla lui demande encore « Pourquoi n'avez-vous pas fait brûler les hardes de Marie Badet et des autres, en même temps que celles de Marie Pichon ?» Il a cette ineffable réponse. « C'est pour ne rien faire perdre aux parents des victimes. » Hugolin mangeait ses enfants pour leur conserver un père. Dumollard tuait des bonnes pour garder à leur famille des vêtements qu'elles auraient pu salir ou égarer. Plus abracadabrante encore, dans cette ingéniosité, est cette autre explication. Voyez-vous, si je me suis dénoncé à ma femme, comme l'auteur des assassinats, c'est que je ne voulais rien révéler moi-même à la justice, par peur des barbus qui m'avaient menacé de leurs poignards et de leurs pistolets. Mais, la sachant bavarde, j'étais sûr qu'elle répéterait tout. Suivez-moi bien. Son indiscrétion empêchait de nouveaux crimes, sans que les barbus eussent à me reprocher une délation quelconque. Et comme j'étais innocent, ce n'était plus qu'un jeu pour moi de me justifier. L'interrogatoire terminé, il s'installe confortablement à l'extrémité du banc des accusés et s'enveloppe les jambes avec son mouchoir pour se préserver d'un courant d'air, dont il s'est déjà plaint aux gendarmes. Puis, quand il a toutes ses aises, il sort de sa poche un quignon de pain et un morceau de lard, dans lesquels il se met à mordre avec un appétit glouton. On le regarde non sans stupeur. Certains de ses mots circulent. Il a dit en prison. Qu'est-ce que je risque? 3 ans sans doute. Et en apprenant l'exécution récente d'un condamné à mort. Avouez que celui-là ne l'avait pas volé. Pendant la suspension d'audience, il glisse à l'oreille de l'un des assistants qui parvient à s'approcher de lui. Ce qui me contrarie, c'est que je suis enrhumé. Je n'ai pas le temps de boire chopine, et on me parle une langue que je ne comprends pas. Aussi, j'ai l'air d'une bête de ne pas répondre. Mais c'est contre certaines de servantes appelées en témoignage qu'il en a le plus. Ce sont toutes des fausses, grommelle-t-il. Je les attends demain pour leur répondre. C'est maintenant au tour de Marie-Anne Martinet de répondre à l'interrogatoire. Elle maintient ses révélations, mais prétend qu'elle n'a eu que de vagues soupçons au sujet de la provenance frauduleuse des objets entassés sous son toit. « Et quoi ?» lui objecte le président. « Vous étiez pauvre, très pauvre, et votre mari aurait acheté des objets à en remplir des caisses entières. Ne les eût-il pas alors choisis avec plus de discernement? Était-ce pour vous, par exemple, qu'il apportait des livres, des carnets, des crayons, des encriers? Vous ne savez ni lire ni écrire. Pour lui, il est dans le même cas.
D'ailleurs, une circonstance à elle seule démontre votre mauvaise foi. Vous démarquiez le linge. La femme du mollard paraît accablée. Ses réponses, ses gestes, tout révèle la terreur profonde que lui inspire encore son mari. Monsieur Marilla ne la tient pas quitte. En définitive, souligne-t-il, votre système de défense consiste à prétendre qu'en présence de votre mari, vous n'aviez plus votre libre arbitre, que vous avez vécu sous l'empire de la contrainte et de la menace. Je veux bien l'admettre jusqu'à un certain point, mais si vraiment vous aviez été une honnête femme, seriez-vous demeurée pendant 7 ans aux côtés d'un assassin? Qui vous empêchait de fuir un tel homme, puisque vous n'aviez pas d'enfant? Voyons, répondez. Je n'osais pas. Il m'avait dit que si je le quittais, il me tuerait. Mais c'était bien plutôt à lui de trembler devant vous, car un mot de votre bouche pouvait le perdre. Soyez franche. C'est librement que vous avez respiré dans cette atmosphère de crime. Et si vous avez fait des révélations, c'est contrainte et forcée par l'enchaînement inexorable des événements. Marianne Martinet a-t-elle tout dit? Non. Et l'on en croit la confidence qu'elle a faite à sa compagne de cellule, dans la prison de Trévoux. Il y en a encore 2 qu'ils ne savent pas. Une qui est dans le bois près de chez nous, et une autre que je les défie bien de trouver. L'accusé nie le propos. Il n'en subsiste pas moins un inconnu terrible, et de l'épouvante qui plana alors sur le débat. On trouve le reflet dans la phrase finale du rapport du président des Assises au garde des Sceaux. Les populations sont moins émues peut-être par ce qui est connu que par les mystères dont cette monstrueuse affaire est encore entourée. Mais au point où en étaient les choses, convenait-il de renvoyer l'affaire à une autre session, de recommencer des enquêtes, de mobiliser des fossoyeurs, de remuer la terre jusqu'au tréfonds dans tous les bois du pays? L'urgence d'une expiation, 100 fois justifiée déjà, primait tout. À l'audience du 30 janvier commence le long et lamentable défilé des témoins. Pendant qu'à grands coups de marteau et de tenaille, des ouvriers ouvrent les 2 caisses de sapin qui renferment les pièces à conviction. On entend les parents des victimes et les servantes, qui ont passé si près de la mort. Des scènes déchirantes se produisent. Mais Dumollard n'en a cure. Il ironise, il fait le plaisant, comme il a fait le douillet la veille. Il s'amuse à démentir Joseph de Charlety, Marie Bourgeois, d'autres encore. Toutes ces petites, voyez-vous, monsieur le président, se sont donné le mot. C'est une réunion entendue entre elles pour faire des discours sur mon compte. Comme s'il n'y en avait pas d'autres que moi qui sont affligés d'une uniformité de la lèvre. Un intermède comique. Il en est toujours dans les grands procès criminels. Le garde champêtre de la commune est invité à retracer les circonstances dans lesquelles 4 chasseurs ont découvert au fond d'un taillis de la forêt de Montaverne le cadavre de Marie Badet. Il le fait du bout des lèvres, mais par contre, il insiste sur un détail qui lui paraît autrement important. Tous ces messieurs, dit-il, étaient en règle avec la loi. Ils avaient leur permis de chasse. Je les ai vus. Qu'importe, interrompt le président. Comment qu'importe? J'ai vu les pièces, vous dis-je.
avec le cachet et la signature de monsieur le sous-préfet. Et chacun de s'amuser de la mine courroucée du garde, que la répression du braconnage paraît plus inquiétée que celle de l'assassinat. Mais c'est fini de rire quand les médecins légistes sont à la barre. Il va être question de l'enterrer vivante du bois des communes. Maître Lardière a compris que si la conviction s'établit de cette atrocité, jamais le public ne le laissera aller jusqu'au bout de sa plaidoirie. Aussi, il questionne avec adresse le docteur Ferrand et le docteur Thiébaut. Il finit par leur arracher cette concession que, si tout porte à croire que la femme respirait encore quand le meurtrier l'a ensevelie, elle pouvait présenter des symptômes de mort apparente. La confrontation la plus dramatique est celle de Dumollard et de Marie Pichon. Déjà la veille, au moment où la jeune femme passait près du banc, où l'accusé faisait son repas de fauve, elle s'est entendue interpeller d'un ton bonhomme. « Ah, pauvre petite, c'est vous! Vous me devez une fière chandelle. Sans moi, les hommes barbus, et... » La rescapée porte encore la chaîne et la croix d'or que Dumollard n'a pu lui arracher. Vaillamment sans fuir le regard de son agresseur, elle raconte dans tous ses détails la scène du 26 mai 1861. Les assistants l'écoutent dans une sorte de frisson admiratif. N'est-ce pas elle qui, par son courage et sa présence d'esprit, a réussi à purger la contrée de la bête féroce? « Je n'ai pas passé de corde au cou de madame, » répond l'accusé. « Je n'en possédais point. Ce sont mes bras qu'elle a vus, et jamais elle ne m'a tenu les poignets. »« Pouvez-vous dire » interrompt le témoin. « J'ai vu la corde comme je vous vois, et je vous ai si bien tenu les poignets que j'ai fait tomber votre chapeau. Osez donc me démentir. » C'est le président qui a le dernier mot. Devant cette femme qui n'a échappé que par miracle à la mort, soutenez-vous encore que vos abominables violences n'avaient d'autre but que de l'inciter à fuir avant l'arrivée des assassins? C'est la pure vérité. Alors pourquoi avez-vous couru à ces trousses? Étrange manière de favoriser son évasion que de faire tous vos efforts pour vous emparer d'elle à nouveau. La cause est entendue. Après ces tragiques débats, tout le monde a hâte d'arriver au dénouement. Le 1er février, le procureur général Gollot prend la parole. « Messieurs les jurés, dit-il, il fut un temps, et ce temps n'est pas éloigné, où la haute moralité de ces débats n'eût pas été comprise. En présence de ces horribles révélations qui se sont si rapidement succédé, un coupable n'aurait pu se soustraire aux vengeances d'une multitude folle, d'ignorance, ou aveuglée par cette erreur. Et s'il s'était dérobé à de sanglantes représailles, il aurait été livré par la magistrature au bourreau, seul au milieu des ténèbres et des tortures, sans assistance aucune. Il aurait confessé tous ses forfaits, et il ne lui aurait été permis de vivre que pour souffrir plus longtemps. Aujourd'hui, Dumollard libre assiste à ces débats. Il est encore couvert du sang de ses victimes. Et nous songeons à la loi, à ses formes protectrices. Et nous entendons patiemment d'abominables aveux mêlés à d'audacieux mensonges. La harangue de M. Gollot se tient sur le ton de l'imprécation. Que peut faire de mieux l'accusateur quand il évoque la scène terrifiante du bois des communes,
une des sœurs de Marie-Eulalie Busseau, pousse des cris perçants. Un peu plus tard, la foule massée aux alentours du palais de justice devient tellement bruyante qu'il doit s'interrompre pendant quelques minutes. Impitoyable, il achève. Desmoulins a fait de l'assassinat une habitude, presque une profession. Sa vie entière n'a été qu'un long outrage à toutes les lois divines et humaines. Il n'a même pas éprouvé le besoin de faire une halte dans le sang. Jamais le châtiment ne pourra se mesurer sur ses forfaits. Jamais aussi tâche n'a été plus écrasante que celle de maître Lardière. Son exorde, d'une mélancolique note personnelle, est touchant. Dans ce pauvre village de Dagneux, bien ignoré de tous, aujourd'hui si tristement célèbre, il y a au-devant de l'église un modeste monument qui garde les restes mortels de ce que j'ai le plus aimé dans ce monde. Mon père et ma mère. Ma mère. Depuis l'époque où les hasards de ma carrière judiciaire ne m'ont plus permis de m'agenouiller sur cette tombe chérie, ma pensée se reporte chaque jour vers ces contrées, vers cette population si calme, si honnête, au milieu desquelles j'ai goûté les douces joies de mon enfance. C'est la seule compensation heureuse à toutes les tristesses de ma vie. Aussi, messieurs, lorsque le bruit des faits étranges qui nous réunissent aujourd'hui est parvenu jusqu'à moi, mon émotion n'a pas été celle de tous. Et dans une orgueilleuse défiance, je me suis demandé si ces récits épouvantables étaient pour mon malheureux pays un opprobre ou une immense douleur. Puis je ne sais par quel pressentiment, il m'a semblé que si désespérée que fût la voix de celui qu'on accusait, je manquerais à mon devoir en refusant de l'entendre. Le hasard a fait le reste. Cet homme s'est souvenu de moi, et du fond de sa prison, il m'a crié de venir à son secours. Voilà pourquoi je suis devant vous. Maître Lardière entreprend alors l'impossible défense. Il rappelle les images et les exemples que Dumollard a contemplés depuis qu'il est au monde. Celui qu'il a cru son père, et qui le fut peut-être, écartelé devant ses yeux. Sa mère, surnommée Raymond la mendiante, et pourchassée à coups de pierre par tout le village. Sa femme, aussi abjecte que lui. Ce misérable est, dans toute la force du terme, l'oublié. Nul ne lui a appris à lire, nul ne lui a enseigné le catéchisme. Enfant, il court, déguenillé, pieds nus, dans la boue des chemins. La conscription le laisse à sa dangereuse oisiveté. Et n'est-il pas le fils aîné d'une veuve? Quelle ironie! L'avocat lit ensuite une lettre adressée au peuple belge, par Victor Hugo, à l'occasion d'un arrêt de la cour d'assises du Hainaut, qui vient de condamner 9 assassins à la peine de mort. Il tente un parallèle entre Papavoine et son client, comme s'il pouvait y avoir un rapport quelconque entre l'hypocondriaque à redingote bleue qui tua 2 enfants au bois de Vincennes, dans un accès de fièvre jaune, et le brigand de grand chemin, qui a demandé à l'assassinat ses moyens d'existence. Inutiles efforts. Il trouve en face de lui 12 visages glacés. Les jurés ne l'écoutent que par devoir, et uniquement parce que la loi a voulu que tout accusé, fût-il le plus exécrable des monstres, soit assisté d'un défenseur.
Plus à l'aise est maître de Villeneuve dans son rôle d'avocat de la femme du Molard. Pendant 7 ans, dites-vous, messieurs les procureurs généraux, elle a vécu avec un assassin. 7 ans, ce n'est pas assez dire. Il y a 20 ans, oui, 20 ans, que le malheureux est arrivé à cet homme. 20 ans qu'elle a perdu sa volonté, son libre arbitre. 20 ans qu'elle vit en esclave tremblante, sous la domination que vous savez. Voilà une femme de la campagne, avec tous les goûts, les instincts, les habitudes, les sentiments de celle de sa classe. Et cet être, dont rien ne relève l'insignifiance, vous le livrez à un dit Molard. Et quand vous avez fait celui-ci dur, exigeant, cruel, pétri de passion cupide, vous vous étonnez qu'elle soit devenue ce qu'elle est. Elle pouvait fuir, dites-vous encore, réclamer la protection de la justice. Fuir, elle, ignorant des distances et des lieux, habituellement confinée dans sa masure, et qui en 15 ans n'a pas mis une fois les pieds à Lyon. Comprenez-vous quelle eût été la première pensée de Dumollard, si un soir en revenant de ses courses accoutumées, quelqu'un n'eût pas répondu à son mot de passe, et ne lui eût pas ouvert la porte? Retrouver la fugitive, et lui donner à elle aussi une fosse au fond de quelque bois. Tels sont les thèmes sur lesquels maître de Villeneuve brode avec mesure et émotion. Si bas que soit tombée sa cliente, il existe malgré tout entre elle et l'assassin, quant à leur part respective dans les crimes, une différence capitale. Après le résumé du président, le jury se retire pour délibérer, et il rapporte le verdict que tout le monde attend. Verdict inexorable à l'égard du mari, atténué à celui de la femme. La Cour condamne Marie-Anne Martinet à 20 ans de travaux forcés, et Dumollard à la peine de mort. Elle ordonne que l'exécution aura lieu sur la place publique de Montluel. L'atrocité et le nombre des crimes connus, l'horreur et l'épouvante, qui ont plané sur tout le pays, lui ont paru exiger ce supplément d'expiation. L'homme à la lèvre boursouflée est ramené dans sa cellule. Après qu'un serrurier lui arrivait 15 livres de fer aux chevilles, il se jette sur son lit et s'endort d'un sommeil pesant, comme un animal repu. Avide de mangeaille, il n'a fait pendant tout le réquisitoire du procureur général que dévorer du pain et du lard. Ici un détail dont il n'a pas été parlé encore. Les magistrats avaient cru devoir relever à la charge de Dumollard 3 crimes de viol se rattachant aux assassinats. Ce chef d'accusation avait pour fondement les dires de Marie-Anne Martinet. Le jury l'écarta, et bien il fit, car de l'aveu même du président Marilla, aucun élément de preuve vraiment sérieux ne venait l'étayer. De grâce, il ne pouvait être question. La foule eût forcé les portes de la prison et mis en pièces la bête féroce. L'exécution fut fixée au samedi 8 mars. La veille, l'abbé Bérou, vicaire de Notre-Dame-de-Bourg, avait obtenu que Dumollard se réconciliât avec Marie-Anne Martinet. Un dernier repas réunit les deux époux, dans la cellule du condamné à mort. L'homme se régala de boudin, parla de l'argent qu'on lui devait, et déposa un baiser glacé sur le front de sa femme, en disant « Eh bien, c'est bon. Adieu. »
À 11 heures du soir, une voiture fermée vint le prendre et roula jusqu'au matin sur la route de Montluel, que 48 kilomètres séparent de Bourg. Pendant le trajet, l'abbé Bérou chercha à attendrir cette nature bestiale et à l'éveiller à quelque repentir. « Monsieur le curé, » lui répondit Dumollard, « couvrez-vous la tête. Vous risquez de vous enrhumer. Moi qui ai habité longtemps la campagne et couru les chemins quand les autres dormaient, je sais ce que c'est. Rien de plus traître que l'air de la nuit. » À Chalamont, où la voiture s'arrêta 10 minutes pour relayer, des gens s'approchèrent avec des lanternes pour dévisager le condamné. « Que me veulent-ils » grogna Dumollard. « Ils ne verront rien. Ce n'est pas chez eux que je paye l'échéance. » À Montluel, l'échafaud avait été dressé depuis le 7 au soir. Une foule immense, accourue de tous les points du département, encombrait les chemins, tapageuse, excitée, difficilement contenue, par 2 compagnies du 14e de ligne, 50 lanciers à cheval et 25 gendarmes. Les mieux placés virent à la lueur des torches qu'un cercueil avait été disposé à côté de la guillotine. Dumollard fut amené à la mairie. Toujours douillet, il manifesta le désir de se chauffer les pieds. On alluma du feu. Il demanda ensuite à absorber quelque chose. On lui servit du café et un grand verre de vin d'Espagne. Il but à petites gorgées, les yeux mi-clos, prenant sa mine la plus gourmande. Les assistants remarquèrent le soin tout particulier avec lequel il faisait fondre les morceaux de sucre au fond de sa tasse. Jusqu'au dernier moment, Messer Gaster fut son dieu. On s'en aperçut encore quand le juge de paix de Montluel, délégué par le parquet pour présider à l'exécution, lui laissa entendre que des révélations lui vaudraient peut-être un sursis, et plus tard une commutation de peine. « À point !» rugit le fauve. « J'aime mieux autrement. Au bagne, on est trop mal nourri. J'y crèverais de faim. » Et il vida son verre. L'heure de l'exécution approchait. Il obtint de s'entretenir pendant quelques instants avec l'abbé Carrel, curé de Montluel. « Je le connais d'antiquité, » dit-il. Puis apercevant le commis greffier Quillet, du tribunal de Trévoux, pour lequel il s'était pris d'amitié durant l'instruction de son affaire, il lui exprima ses dernières volontés. « Ah, mon cher monsieur Quillet, comme vous arrivez à propos, savez-vous que madame Berthet de Dagneux me redoit encore 27 francs moins 1 sou sur les travaux de vigne que j'ai faits chez elle? Vous allez vous occuper de ce petit compte, n'est-ce pas? Car je veux être payé. » À 7 heures du matin, il franchit à pied les 150 mètres qui séparaient la mairie de la guillotine. Il s'agenouilla sur l'une des marches de l'échafaud. Et pour la première fois de sa vie, il consentit à baiser l'image du Christ que lui tendait l'abbé Carrel en détournant la tête. Sa prière fut si longue que l'exécuteur dut lui frapper sur l'épaule pour l'avertir que le moment était venu. Dumollard se releva, mais il fut pris alors d'une sorte de vertige, et il acheva en titubant de gravir l'escalier. Quelques secondes après, ce fut le bruit sourd qui, dans la foule,
fait fléchir les genoux et frissonner les plus braves. Cependant, quelques bâtons et quelques chapeaux s'agitèrent par-dessus les têtes, en signe de vengeance satisfaite. L'émotion apaisée, le boulevard plaisanta. Paris était si loin des chemins de traverse, où par les nuits sans lune, l'homme à la lèvre boursouflée avait promené ses victimes, et des bois sombres où il avait enfoui leurs cadavres. On fit cet horrible jeu de mots. Savez-vous quelle différence il y a entre Dumollard, l'assassin des bonnes, et Jules Gérard, le chasseur de lions? C'est que Dumollard tuait les bonnes à Lyon, et Jules Gérard, les lions à Bonne. Vous venez d'écouter une lecture de Guillaume de Louvancourt.